Bonjour mes amis, eh bien je vous avais promis une vidéo sur De Gaulle et le néolibéralisme ou le libéralisme et je vous la livre aujourd'hui puisque j'entends beaucoup d'approximations sur les relations de De Gaulle avec les travailleurs. Approximation, le mot est gentil, de la part notamment des gaullistes sociaux qui souvent confondent De Gaulle et Mitterrand. Et je voulais quand même redire ce que fut à la fois la politique économique et la politique sociale du général de Gaulle. J'ai fait une première vidéo sur la question de la présomption irréfragable de représentativité qui visait à empêcher la CGT d'agir et qui visait à dévitaliser les relations contractuelles dans les entreprises, dans les branches. Je vous parle aujourd'hui de la relation de De Gaulle au libéralisme, avec un focus sur, mais pas que, sur ce qu'on a appelé le plan Pinet-Rueff de 1958-1959, qui était en fait un plan de stabilisation économique. J'essaye de survoler tout ça de façon néanmoins rigoureuse, en commençant par vous redire que De Gaulle arrive, vous le savez, au pouvoir le 13 mai 1958, dans des conditions qui sont encore aujourd'hui très discutées. Alors je sais que Saint De Gaulle est intouchable pour beaucoup de gens, mais il est très probable que De Gaulle soit arrivé avec la menace, en prétextant qu'il éviterait un coup d'État militaire destiné à garder l'Algérie française. Et on sait tous, après son « je vous ai compris », comment il a lâché l'Algérie. Moi, ça ne me choque pas, mais voilà, là aussi, quand les gens me disent « Ah non, mais il était honnête, etc. » Bon. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que De Gaulle arrive entre le 13 mai 58, c'est le bazar, c'est le désordre politique, les gouvernements sont très instables, et surtout, il y a une crise économique. Redisons-le, là aussi, dans le fantasme contemporain, les 30 Glorieuses, c'était des billets de 500 francs qui tombaient du ciel, on se baissait pour les ramasser. Pas du tout, c'était beaucoup plus compliqué que ça, et socialement beaucoup plus difficile et beaucoup plus tendu qu'on ne l'imagine aujourd'hui. On a l'impression de vivre une époque de très forte conflictualité sociale. C'est évidemment une erreur. Il y avait beaucoup plus de conflictualité sociale durant les 30 Glorieuses que durant les 30 Malheureuses qui ont suivi. Même les 50 Malheureuses, bientôt. Bref, donc, la France, De Gaulle arrive au pouvoir en mai 58. La France est dans une situation financièrement difficile. Il y a des déficits budgétaires. Il y a surtout une très forte inflation. On est de mémoire au-dessus de 10, on est à 10 ou 15% d'inflation, c'est-à-dire à peu près ce qu'on connaît aujourd'hui, mais là c'est de façon continue. Et puis, donc on est en situation à l'époque de monnaie nationale. Alors là aussi, on l'a oublié. Ceux qui nous parlent des méfaits de l'euro, etc., moi je ne suis pas un défenseur de l'euro. Simplement, beaucoup de gens vous disent le Frexit c'est la solution, on reviendra au temps de De Gaulle. La monnaie nationale, c'est la solution contre l'euro. Rappelons quand même qu'à l'époque de De Gaulle, il y a une très forte inflation et des dévaluations permanentes, c'est-à-dire une dépréciation du franc par rapport aux autres monnaies qui pénalisent le consommateur français, notamment parce qu'il y a du déficit budgétaire, il y a de l'endettement qui augmente gentiment, mais quand même sûrement, par rapport à aujourd'hui, c'est pas grand-chose, mais quand même la dette, je vais essayer de vous retrouver ce chiffre. La dette en 1958, elle est quand même relativement importante. On est de mémoire 2 ou 3 fois au-dessus de ce que fait De Gaulle. Et donc, on est globalement, voilà, je l'ai là, on est dans une phase où la dette, en gros, progresse assez rapidement chaque année. Donc les marchés, comme on dit, attaquent le franc français. Là aussi, je sais qu'il y a tout un pipeau sur la loi de 73 qui a obligé la France à s'endetter auprès des marchés. Ça, c'est du pipeau. En réalité, ça existait avant. Et les marchés attaquaient le franc français, dépréciaient le franc français, ce qui renchérissait le coût des matières achetées ou des produits achetés à l'étranger. Donc, on est dans une situation difficile. Donc, quand De Gaulle arrive,
il a deux objectifs, c'est de rétablir la force de l'État, la capacité de l'État à prendre des décisions politiques, d'où la Ve République qui va faire naître, qui va accoucher du scrutin uninominal à 2 tours aux élections législatives, ce qui permet de dégager des majorités à l'Assemblée. Et il va nous faire un plan de stabilisation du franc et de stabilisation des prix, donc de stabilisation économique. C'est le plan Pinet-Rueff. Alors, dans la pratique, De Gaulle choisit Pinet, mais il sait que Pinet n'est pas un allié fiable parce que Pinet a fricoté avec des tas de gens, notamment avec les États-Unis. Et donc, il décide d'adjoindre un technicien à Pinet pour rédiger le plan de stabilisation de l'économie française. Et ce plan, le fait qu'on choisisse Jacques Rueff, je crois que j'ai commis un lapsus, il choisit Jacques Rueff pour le faire. Jacques Rueff n'est pas une personnalité inconnue, c'est une personnalité qui mérite d'être un peu étudiée, même si aujourd'hui on l'a globalement oublié. Jacques Rueff est un inspecteur général des finances, qui est en fait le rédacteur du plan Poincaré de 1927-28. Et déjà en 1928, Jacques Rueff, en tant qu'inspecteur général des finances, rédige un plan qui est fondé sur la rigueur et sur le retour à l'équilibre monétaire, à la stabilité monétaire, le fameux plan Poincaré. Et déjà à l'époque, Rueff propose de réduire les dépenses publiques et de réduire les déficits publics. Rueff a une autre particularité, c'est qu'en 1938, il participe au colloque Lippmann, qui a lieu à Paris, qui est organisé par un certain Louis Rougier. Si vous avez regardé l'interview que j'ai faite d'Alain de Benoît a évoqué la personnalité de Louis Rougier, qui est mort dans les années 80. Louis Rougier était un normalien, philosophe, plutôt d'inspiration libérale, même si dans mon prochain livre, j'en dirai quand même pas mal de mal, mon prochain livre sur mon traité du monde d'après, Rougier organise en 1938 un colloque donc à Paris avec des intellectuels, des économistes anglais, allemands, français. On y retrouvera notamment Friedrich Hayek, Raymond Aron et Jacques Rueff. Rougier a ensuite fricoté avec Vichy, donc ça lui a joué des tours et il a été ensuite blacklisté, ghosté par le système, par la caste, mais en 1938, il a pignon sur rue, il organise ce colloque Lippmann auquel participe Jacques Rueff. Et Jacques Rueff a un intérêt, c'est que quand on lit les minutes de ce colloque Lippmann, à l'époque, Jacques Rueff s'oppose à l'invention d'un nouveau terme que propose Louis Rougier, qui est le mot néolibéralisme. Donc l'objet du colloque Lippmann, c'est de déterminer le rôle de l'État dans un libéralisme renouvelé après la crise de 1929. Donc j'en parlerai parce que je pense que le néolibéralisme a fait le lit du capitalisme de connivence que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire ce mélange entre les élites publiques et les élites privées qui aboutit à une confusion permanente des rôles dans l'organisation de la société. Je vais écrire un livre sur le sujet, voilà. En tout cas des bouts de livres. Je suis pour un libéralisme intégral, un retour au libéralisme manchestérien, encadré, mais j'en parlerai, si vous voulez, je ferai de toute façon des vidéos pour expliquer ce que je mets dans mon livre. Bref, donc Rueff est opposé à la notion de néolibéralisme et il est un manchestérien profond. Alors c'est un gars qui a le sens des réalités, il sait qu'il ne peut pas imposer, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, mais par sa sensibilité, c'est un libéral dur, si vous voulez, un libertarien, un ultralibéral, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, quand De Gaulle le choisit 20 ans après le colloque Lippmann, qui a donné naissance au néolibéralisme, il sait que c'est un dur. Et il lui demande de faire des propositions pour rétablir la stabilité du franc et pour rétablir l'équilibre des finances publiques qui part en quenouille. Et l'objectif du plan Pinet, c'est précisément celui-là, c'est-à-dire dégager de l'excédent budgétaire
dégager de l'excédent budgétaire. Donc on n'est pas à un déficit public de 3% comme le prévoit Maastricht, un déficit de 3% qui est autorisé dans une espèce de laxisme que les Allemands ont accepté pour que le traité de Maastricht soit signé. On est dans une logique où l'objectif n'est pas de limiter le déficit, mais l'objectif est de faire de l'excédent budgétaire. On est très proche ici de l'ordolibéralisme à l'allemande tel que Angela Merkel l'a pratiqué. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on entend sur la stratégie financière du gaullisme, en réalité, la vérité vraie historique, c'est que De Gaulle a un objectif qui est de rétablir les comptes publics par de l'austérité. Et donc, en rétablissant de l'excédent budgétaire, c'est-à-dire en jugulant le déficit, et en limitant, en désendettant massivement la France. Parce que c'est un ordolibéral, hein, fondamentalement. De Gaulle est quelqu'un qui considère que l'État ne doit pas pratiquer le déficit et ne doit pas s'endetter. Alors, la stratégie qui va être utilisée par Pinet, RUF, va consister à faire une dévaluation monétaire de 17%. Pour le faire, on supprime l'ancien franc, on crée de l'ancien franc, on remplace le franc 1957 par un franc 1959, ce qu'on va appeler les nouveaux francs, qui donc a une valeur inférieure de 17% par rapport à l'ancien franc. Et en réalité, ça va produire un petit choc d'inflation, mais qui va être assez vite rétabli. Et surtout, le plan Pinet va servir à désendetter globalement le pays et va effectivement produire de l'excédent budgétaire, mais c'est vrai, avec une augmentation de 4 points de PIB des prélèvements publics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque De Gaulle arrive au pouvoir, en moyenne, les prélèvements obligatoires représentent 30% du PIB. Nous en sommes à 47 ou 48% aujourd'hui, je crois. Hein. C'est-à-dire qu'on a 15 points, quand De Gaulle arrive au pouvoir, les impôts sont de 50% moins élevés par rapport à aujourd'hui. Et encore, il y a du cash, donc il y a de l'économie souterraine. Et De Gaulle va progressivement monter les impôts en 2 ou 3 ans à 34% du PIB. C'est-à-dire qu'il va augmenter les impôts globalement de 10% pour couvrir le déficit public tout en limitant les dépenses publiques. Ça, c'est la stratégie gaulliste qui va en réalité assainir les finances publiques jusqu'en 1974-75, jusqu'au choc pétrolier. Et c'est grâce à cet assainissement des finances publiques que la France va connaître une phase de prospérité, de développement économique. Les années de Gaulle sont des années heureuses en apparence, parce que ce sont d'abord des années saines sur le plan des finances publiques. C'est à rebours de ce que fait le macronisme. Il est assez cocasse de voir que dans l'imaginaire collectif, De Gaulle est social et Macron antisocial, ce qui montre bien l'inutilité des dépenses publiques, puisque en réalité De Gaulle est très vertueux du point de vue des dépenses publiques, et Macron ne l'est pas. Macron, pas plus que Sarkozy. Alors, Sarkozy, ça se discute un peu, mais pas plus que Hollande, pas plus que Chirac. Mais on voit bien qu'il y a une légende qui s'est forgée dans De Gaulle social. En réalité, De Gaulle pratique du point de vue budgétaire et du point de vue monétaire une politique qui est très néolibérale, c'est-à-dire une politique ordolibérale, le mot serait mieux choisi, c'est-à-dire une politique d'équilibre des finances publiques et de maîtrise des dépenses publiques. Il faut l'avoir à l'esprit. Alors, c'est un point général. J'en profite pour parler du social. Dans le plan Pinet de 1959, dont on comprend que l'essentiel va consister à dévaluer la monnaie, à la remplacer par un nouveau franc et à contrôler les dépenses publiques, il y a une décision qui est prise par le général de Gaulle, qui est de supprimer la retraite des anciens combattants qui avait été créée en 1930.
pour indemniser les participants à la guerre. Et donc, en 1959, De Gaulle supprime la retraite des anciens combattants. Et il faut l'avoir à l'esprit parce qu'on a aujourd'hui, là aussi, dans la réforme des retraites, De Gaulle, lui, il n'aurait pas fait ça. Enfin, c'est du pipeau. À l'époque de De Gaulle, la retraite, on la prend à 65 ans. Et De Gaulle décide de supprimer la retraite des anciens combattants. On l'a oublié aujourd'hui, mais en réalité, les anciens combattants, ils sont pas contents. Ils descendent dans la rue, il y a de l'esbrouffe parlementaire, et donc finalement De Gaulle décide, il y a une très belle résolution du Sénat proposant à De Gaulle, incitant De Gaulle à rétablir la retraite des anciens combattants. Donc on va la rétablir, mais spontanément De Gaulle n'est pas l'ange social qu'on nous décrit. Et là aussi, je suis désolé, je vais être un peu blessant, mais toutes les gnagnesseries sur De Gaulle, il était honnête, c'était quelqu'un de bien, il se souciait du peuple. Bon, le gars, il est arrivé, il a dit la retraite des anciens combattants créée pour les combattants de 14-18, ça suffit. Voilà, on arrête. Bon, donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi sur l'histoire parce qu'on a envie de se faire plaisir et parce qu'on est pris de cette espèce de nostalgie, comme si De Gaulle, c'était à l'époque des barbapapas qu'on mangeait. De Gaulle n'était pas un social. Voilà. Et le gaullisme social, c'est du pipeau. Tout le monde parle de la participation, on en dira quelques mots, mais c'est pas ça le gaullisme. Le gaullisme, c'est de l'austérité budgétaire, c'est de l'orthodoxie budgétaire, et ce sont des mesures sociales difficiles. Alors, je sais qu'il y a un débat qui est régulièrement évoqué par ceux qui essayent de récupérer le mythe gaulliste pour le mettre au service du socialisme et de l'étatisme. Il y a un débat sur « ouais, mais De Gaulle n'était pas libéral », j'ai lu ça. Je crois d'ailleurs que c'est sur Wikipédia ou je sais pas quoi. De Gaulle n'était pas libéral par conviction, il l'était pour pouvoir mener une politique étatiste. Alors, là aussi, il faut arrêter les conneries. C'est-à-dire que le néolibéralisme, tel qu'il a été créé en 1938, dans les conditions que j'ai dit avec l'opposition de Jacques Rueff, mais le néolibéralisme, sa philosophie n'a jamais été de dire qu'il ne devait plus y avoir d'État ni d'intervention de l'État. Donc, effectivement, De Gaulle a eu une politique d'investissement industriel, de promotion d'une logique industrielle destinée à asseoir la souveraineté française. Ça n'est en rien illibéral. On peut être libéral, profond, et souhaiter une politique industrielle intelligente. Ce qu'on ne veut pas dans le libéralisme, c'est la nationalisation de l'économie. C'est l'étouffement des initiatives du génie individuel par la bureaucratie collectiviste. Mais donc De Gaulle a effectivement mené cette politique. Mais à tous ceux, une politique de développement qui a donné de très belles réussites, le Concorde, il a lancé d'ailleurs, il faudra un jour y revenir sans doute, c'est sous De Gaulle qu'apparaissent les premiers projets de création de grands blocs bancaires. Donc là aussi, on nous explique De Gaulle, Saint-De Gaulle, l'industrie, à bas la finance. C'est du pipeau. Historiquement, ça ne s'est pas passé comme ça. Historiquement, c'est sous les cabinets de Gaulle que se prépare la création, le projet de 4 grandes banques que finalement Mitterrand réalisera avec l'aide de Bercy. Mais il y a une continuité dans tous ces projets. Mais De Gaulle a une vision, en tout cas il soutient une vision souverainiste, on va dire, du développement de l'industrie française. Mais là aussi, il ne faut pas commettre d'impair, ni commettre de faux sens. Et il faut dire 3 mots de Gaulle et le libre-échange. C'est-à-dire que De Gaulle est un souverainiste, mais De Gaulle est aussi l'homme du libre-échange. C'est-à-dire que le rétablissement du franc, il s'entend pour pouvoir ouvrir l'économie française aux importations et aux exportations. De Gaulle, le plan Piner-Rueff que De Gaulle porte, qu'il promulgue, qu'il déploie, est un plan d'ouverture de l'économie française aux échanges intra-européens. C'est pour pouvoir mieux échanger avec nos voisins et notamment importer à bas coût, ou en tout cas à coût constant, que De Gaulle organise ou prépare la stabilité du franc, parce que ce qu'il faut comprendre, vous l'avez oublié, parce que
vous vivez dans l'euro, mais c'est que quand on dévalue le franc de 10%, ou la monnaie de 10%, je sais, excusez-moi, mais il y a des hurluberlus ex de Bercy qui expliquent le Frexit, on dévalue et c'est réglé. Il ne faut pas oublier que lorsque vous dévaluez, c'est vrai que vous diminuez votre Clio que vous vendez 10 000 euros à l'étranger, vous dévaluez de 10%, vous la vendez 9 000 euros. Donc vous gagnez de la compétitivité. Mais inversement, le prix du pétrole que vous importez augmente de 10%. Le prix du gaz que vous importez augmente de 10%. Le prix des matières premières que vous importez augmente de 10%. Le prix du téléphone portable que vous importez augmente de 10%. Je suis régulièrement agacé par ces marchands de poudre de perlimpinpin qui vous expliquent « Ah, la dévaluation, c'est réglé ». Sauf que regardez dans votre vie quotidienne, mes amis, les produits qui sont chez vous, qui vous environnent, que vous utilisez, est-ce que ce sont des produits importés ou pas ? Bien, si ce sont des produits importés, ayez à l'esprit que toute dévaluation va se traduire par l'augmentation du prix de ces produits dans des proportions au moins égales à la dévaluation. Et ça, on ne vous le dit pas. Les marchands de poudre de perlimpinpin ne vous le disent pas. Bon. Donc De Gaulle, c'est l'homme du libre-échange et donc l'homme de la compétitivité, contrairement à ce qu'on croit. Et en matière sociale, il ne fait pas de cadeaux. Là aussi, c'est le pipeau du partage, de la valeur ajoutée, de la participation, etc. Je ferai une vidéo sur le sujet. Bien entendu qu'à la fin de son mandat, au moment où il chancelait, De Gaulle a proposé un mécanisme de participation, d'ailleurs que personne n'a compris, et qui visait à partager la valeur ajoutées par les entreprises. Mais ce qu'il faut redire, c'est que les conditions sociales à l'époque ne sont pas du tout les mêmes que celles que nous connaissons. Là aussi, quand je vois, excusez-moi, ceux qui font l'éloge du droit à la paresse se réclamer de Gaulle, c'est du foutage de gueule. À l'époque, en France, la semaine réelle, je ne vous parle pas de la semaine fantasmée, je suis sur un document très bon document qui a été produit par l'École nationale supérieure de Lyon, l'École normale supérieure de Lyon, en 1900, alors je vais avoir la durée annuelle de travail, durée collective hebdomadaire du travail en France, de 1950 à 2015. C'est un excellent document. Lorsque De Gaulle quitte le pouvoir, on va dire en 1965, les Français travaillent en moyenne pratiquement 1900 heures par an. Et maintenant, nous en sommes à 1500. C'est-à-dire que les Français travaillent environ 30%, un tiers de plus qu'aujourd'hui. À l'époque, la quatrième semaine de congés payés, ça date des accords de Grenelle de 1968. Sous De Gaulle, il y a 3 semaines de congés par an. 3 semaines de congés. C'est loin de vos 6 semaines. Il y avait 2 fois moins de congés sous De Gaulle qu'aujourd'hui. Les gens faisaient des semaines de plus de 40 heures. Alors, j'ai l'indication quelque part. On est autour de 47 heures par semaine. Au-dessus de 45 heures réelles. Vous imaginez, sous la France de De Gaulle, les gens travaillent plus de 45 heures. Ils ont 3 semaines de congés par an et ils partent à la retraite à 65 ans. Alors, moi, les mecs qui me disent « Ah, De Gaulle, la réforme des retraites de Macron, c'est horrible !» Moi, je ne défends pas cette réforme des retraites. Ah, bon. Mais il ne faut pas raconter n'importe quoi sur l'histoire. De Gaulle n'était pas un tendre. Et sous De Gaulle, on bossait. Et un peu plus qu'aujourd'hui, croyez-moi. Voilà. Alors, quant à la participation, effectivement, c'est un dispositif qu'il a proposé à la fin de son mandat, qui ne lui a pas porté chance, puisqu'il a été battu au référendum. Il faut dire on pourrait redire que les accords de Grenelle, qui ont été passés en urgence pour sortir de la crise de mai 68, avaient soldé déjà pas mal de comptes et constaté que la politique de Gaulle n'avait pas été une politique très sociale, puisqu'il y a eu des augmentations de salaire colossales pour sortir de la crise de mai 68. On a tendance à réduire mai 68
à des problèmes de gosses de riches qui manifestaient. Il y en avait, c'était sûr. Il y avait des hippies, c'était sûr, ou en tout cas ce qui allait devenir des hippies. Mais il y avait aussi des ouvriers qui vivaient pas bien, qui bossaient comme des dingues et qui avaient des petits salaires, hein, et qui se sont mis en grève. C'est ça, mai 68. Donc arrêtons l'idéalisme sur l'époque de Gaulle. Moi, sa politique libérale m'allait bien. Sauf que moi, je suis pour un syndicalisme fort dans les entreprises qui puissent négocier de bons accords d'entreprise. Mais il faut remettre l'église au milieu du village. Sous De Gaulle, la condition ouvrière est une condition difficile, avec énormément de boulot et une retraite à 65 ans, les mecs. Il faut le redire. Bon, sauf pour les régimes spéciaux, c'est vrai, mais pour les autres, c'est 65 ans. Et quant à la participation, en réalité, le sujet, c'est qu'il faut replacer la question de la participation dans l'évolution tendancielle du partage de la valeur ajoutée. Contrairement à ce qu'on lit partout, le partage de la valeur ajoutée, c'est pas un truc linéaire. C'est une montagne russe pour des raisons qu'on peut expliquer. Si ça vous intéresse, laissez-moi en commentaire votre demande d'un numéro spécial sur le partage de la valeur ajoutée, parce que c'est un sujet qui, je sais, importe à beaucoup de monde. Voilà, à bientôt.